lundi 14 septembre 1998. Monsieur Maurice Cozandet, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Monsieur Cozandet, vous êtes né en 1918 à Lausanne. Vous avez été le directeur de l'EPUL du temps où l'école était encore cantonale, cela de 1963 à 1969. Vous avez été président de 1969 à 1978 de l'EPFL. Vous avez côtoyé de près des personnalités diverses du monde politique, parmi lesquelles M. Jean-Pierre Pradervan, ancien conseiller d'État, ou M. Tchoudi, le conseiller fédéral. Vous avez collaboré aux recherches concernant Euratom, notamment sur l'intégration de programmes dans le cadre de l'EPUL. Vous avez par ailleurs collaboré à diverses organisations ou fondations, comme la Fondation Meyer, qui vise à une alliance pour un monde solidaire. Dans le cadre de cette fondation, d'ailleurs, vous avez fait des réflexions sur l'œuvre de Jean Monnet. Si ce résumé n'a pas d'erreur, je ne sais pas si au passage, j'ai omis bien entendu beaucoup de choses, mais est-ce que vous avez vu passer une erreur dans la présentation? Il n'y a pas d'erreur, il y a simplement le fait peut-être qu'en ce qui concerne l'Euratom, je n'ai pas participé à la recherche en ce qui concerne les problèmes nucléaires de l'Euratom. J'ai aidé et j'ai agi dans le sens que la Suisse puisse participer efficacement et réellement au programme de la fusion de l'Euratom, étant donné que nous avons créé à Lausanne un centre qui s'appelle le Centre de la physique des plasmas. Alors, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Partons peut-être de 1918. Vous êtes né à Lausanne. Dans quelle famille, dans quel milieu familial? Alors, mon père est fils de paysan, d'une famille de nombreux enfants, 13 enfants, et forcément dans la broie, à Sassel, et dans un domaine relativement petit, de telle sorte que les enfants ont dû quitter la campagne très tôt, et mon père a fait un apprentissage de banque et est venu ensuite à Lausanne, où il a fait toute sa carrière au Crédit Foncier Vaudois comme employé de banque, jusqu'au grade de fondé de pouvoir. J'ai donc vécu très proche de la campagne, parce que j'ai malheureusement perdu ma mère à l'âge de 8 ans. Et tous les étés, j'allais chez ma grand-mère à la campagne, justement à Sassel. Et j'ai à la fois vécu la vie d'un citadin et en même temps très bien connu la vie campagnarde, puisque jusqu'à la fin de mon diplôme d'ingénieur, tous les étés, j'étais à la campagne chez ma grand-mère. Quelles étaient les choses qui préoccupaient principalement votre famille? De quoi est-ce qu'on parlait essentiellement à la table familiale? C'est très difficile à répondre à cette question, parce que c'était encore la période où les enfants ne parlaient pas à table. Donc, j'avoue que je ne me souviens plus de nos discussions à table. Parlez-moi peut-être un petit peu de vos intérêts comme enfant, de ce qui vous a captivé. Est-ce que l'intérêt pour le monde technique ou scientifique, vous l'avez déjà eu dès votre enfance? Alors, j'ai été passionné pour trois choses dans mon enfance. Passionné pour l'astronomie, passionné pour le sport, le football. Et puis, j'ai eu une passion aussi. Quand je passais en ville, j'étais toujours obnubilé, ou j'étais toujours admiratif devant le travail des maçons. Et dans le fond, très tôt, s'est cristallisé chez moi l'idée de devenir ingénieur. Et à 11 ans, j'ai déjà dit à mon père, je veux devenir ingénieur. Et votre père vous a encouragé? Alors mon père n'avait pas encore une idée très claire sur ce qu'il pensait de moi, j'imagine. Il m'a encouragé en tout cas à travailler correctement, puisque j'avais commencé le collège. Et c'est à la fin, effectivement, du collège
que le choix se faisait ou bien de partir en apprentissage, ou bien de poursuivre au gymnase. Et la poursuite au gymnase, c'était le début du rêve de devenir ingénieur. Et mon père a accepté que je poursuive au gymnase. Ensuite, alors, vous avez fait l'école d'ingénieur de Lausanne, J'ai fait l'école d'ingénieur de Lausanne, oui. qui s'appelait Génie EIL civil. à Ça s'appelait l'époque. École d'ingénieur de Lausanne à cette époque. Ensuite, elle est devenue EPUL. École polytechnique de l'Université de Lausanne, donc autonome dans le cadre de l'université. Ce qui est aujourd'hui les PFL. Ça, c'est l'œuvre, la transformation de l'école en école autonome dans le cadre de l'université, la construction de l'école sur le terrain des Cèdres, ça c'est l'œuvre d'Alfred Stucky, qui a, dès 1940, devenant directeur de l'école, a vu que pour sauver l'école, il fallait vraiment la développer, envers et contre tout, et qui a trouvé des formules originales pour trouver des moyens financiers et réussir à créer cette école de l'avenue de Cour en achetant l'hôtel Savoie. Et Stucky est un homme assez extraordinaire, même très extraordinaire, puisqu'il a, pendant sa vie, il a à la fois été un professeur exceptionnel, il a dirigé un bureau d'études, un des meilleurs d'Europe, et je crois que Stucky a été son bureau a construit la plus grande partie, enfin, a été le plus productif en ce qui concerne la construction des barrages, avec le français Cohen, et je crois que les deux ont construit une trentaine de barrages en Europe et à l'étranger. Et en même temps, il a dirigé cette école en l'amenant à un stade qui a permis finalement à la Confédération de la reprendre, parce qu'il est évident que la Confédération n'aurait pas pu reprendre l'école polytechnique de Lausanne si ça avait été une école médiocre. C'est parce que c'était une école de grande qualité que la Confédération était intéressée, dans le fond, pour le développement de la Suisse, à l'acquérir. Vous-même, vous avez enseigné assez tôt, après la fin de vos études. Est-ce que vous destiniez à l'enseignement Alors moi, je suis un ingénieur. Je fais une certaine distinction entre un ingénieur et un chercheur. Je suis plus ingénieur que chercheur. Et dans le fond, ce qui m'intéressait dans la profession d'ingénieur, c'est la création d'ouvrages, donc d'ensemble. Et à ce moment-là, je suis entré en fait, dès la fin de mes études, je suis entré dans la vie pratique. J'étais assistant du professeur Hübner en construction métallique, mais j'étais vraiment, je voulais absolument entrer dans la vie pratique. Et j'ai commencé par un stage dans l'économie, dans une entreprise de construction métallique en Suisse allemande. Mais un stage comme ouvrier, pour être vraiment au cœur même des problèmes. Et à partir de 1944, je suis entré à Lausanne dans une entreprise de construction métallique où je suis resté pendant 20 ans. Donc c'est ce côté pratique qui m'a amené ensuite à l'enseignement en raison des travaux que j'ai faits. J'ai en particulier réalisé une halle assez spectaculaire pour le comptoir suisse, la grande halle qui s'appelle la halle numéro 5. Et dans le fond, mes travaux en tant qu'ingénieur chez Zwallenheimer m'ont mis en évidence. C'est à partir de là que j'ai commencé à enseigner. Qu'est-ce que c'était cette halle? La halle numéro 5? C'est une halle en construction métallique avec un système croisé. Alors cette halle des fêtes, enfin cette halle plus exactement, c'était vers 1948 au comptoir. Et on était au lendemain de la guerre. Durant la Seconde Guerre mondiale, vous avez été mobilisé, vous avez fait beaucoup de services militaires comme beaucoup de Suisses. Mais dans quelle arme étiez-vous? Oui, j'ai été mobilisé, j'étais dans l'artillerie de montagne. J'ai été mobilisé en 1939 comme conducteur d'artillerie de montagne et j'ai fait jusqu'en 1940, fin 40, début 41, j'ai fait du service, passablement de service, comme conducteur avec un mulet en montagne, en Valais. Avec un mulet? Avec un mulet, le conducteur de... C'était de l'artillerie qu'on pouvait... les pièces pouvaient être démontées et on les chargeait sur des mulets pour obtenir des positions en haute montagne
puisque la portée de ces canons était relativement faible, il fallait monter les canons et puis ensuite tirer. Donc les pièces étaient chargées sur des mulets. Moi, j'étais un des conducteurs de mulets. Et ensuite, la guerre se prolongeant, j'ai fait de l'avancement. Et ensuite, revenu à la vie civile, j'ai poursuivi l'avancement militaire parallèlement à mon activité civile jusqu'au grade de colonel commandant de régiment. C'est Dans l'artillerie de montagne. une très haute ascension. C'est quelque chose que vous n'aviez pas souhaité au départ? Je n'avais pas d'ambition militaire au départ. Et, si vous voulez, le goût du commandement m'est venu avec l'exercice. Et je dois dire que l'exercice du commandement militaire m'a été finalement, à cette époque surtout, assez utile ensuite dans ma vie civile. Parce que dans l'entreprise de construction métallique où j'étais, il fallait naturellement pouvoir diriger les hommes. Bien sûr, le commandement militaire et la motivation civile, ce n'est pas la même chose. Mais quand même, il y a certaines règles de comportement qui sont assez semblables. Et dans le fond, l'un a profité, le civil a profité au militaire et le militaire a profité au civil, indiscutablement. Et vous avez fait de l'armée jusqu'à quelle année? Je n'ai pas la souvenance de la date, mais aux environs de l'âge de 50 ans. Mm-hmm. Vous ne regrettez pas ce temps passé? Non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Ça m'a parfois raccourci mes vacances parce que, étant loin 3 semaines par année pour les cours de répétition, c'est clair que parfois les vacances, j'ai dû les écourter. C'est la famille qui en a souffert. Alors, professionnellement, vous avez travaillé donc dans diverses entreprises privées avant d'être appelé à l'EPUL. J'ai travaillé, en fait, j'ai fait un stage dans une entreprise en Suisse allemande, et ensuite j'ai travaillé chez Zwallen-Emmer d'une manière constante. Je n'ai pas quitté Zwallen-Emmer, sauf pour reprendre la direction de l'école. Alors l'activité de professeur était parallèle à celle de directeur adjoint de Zwallen-Emmer. J'étais donc ce qu'on appelle un professeur à charge entière, mais à temps partiel. Vous avez continué donc à travailler dans le cadre de cette entreprise? Jusqu'en 63. Alors en 63, là vous êtes devenu directeur de l'école. Directeur de l'école. Mais avant ça, vous enseignez, J'enseignais la construction métallique. Mm-hmm. Et dans les années 50, vous vous êtes penché sur Euratom. Et j'aimerais que vous racontiez déjà ce qu'était Euratom et quel était l'esprit de nos voisins européens. Alors Euratom a été créé pour, dans le fond, suivre l'exemple de la CECA, de la Communauté économique du charbon et de l'acier, dans le domaine de l'énergie nucléaire. Et l'Euratom a eu rapidement un programme pour la fusion en utilisant le système tokamak. Et cette orientation avait déjà été en fait désirée en Suisse par le Fonds national qui voulait, lui, à un moment donné, avoir la politique de centre de gravité, faire des efforts principaux dans la recherche. Le système tokamak, qu'est-ce que c'était? Pardon. Il avait choisi de prendre comme premier exemple de centre de gravité la physique des plasmas. Et elle a créé un groupe de physique des plasmas. Elle s'est rendue compte, le Fonds national s'est rendu compte que ce groupe lui coûtait très cher en raison des infrastructures très coûteuses qu'il fallait. Et à un moment donné, le Fonds national a vu qu'il devait changer de politique. Et à ce moment-là, il s'est trouvé que ce centre de recherche de physique des plasmas qui se trouvait à Lausanne, mais dans des locaux en dehors de l'école polytechnique, que ce centre de physique des plasmas n'avait plus de soutien du Fonds national, donc devait être repris par un organisme fédéral. Et alors c'est l'école polytechnique de Lausanne qui
a pris sur elle de défendre l'incorporation de ce centre de physique des plasmas à l'école polytechnique. Et pour ce faire, il fallait trouver aussi un mode d'intégration à l'intérieur de l'école, et on en a fait un centre hors département. L'école étant organisée en départements, avec leurs règles et leurs lois, il fallait trouver un régime spécial pour ce centre de physique des plasmas, et on en a fait un centre hors département, ayant sa vie propre, subordonné directement à la direction de l'école. Et ce centre a fait des travaux vraiment remarquables, a été, dans le fond, signalé à l'Euratom, et forcément l'Euratom avait tout intérêt à ce qu'un pays comme la Suisse soit intégré dans les discussions, alors même que la Suisse ne faisait pas partie de la communauté. C'est un des cas pratiques où la collaboration était possible, mais il fallait naturellement présenter cette possibilité au Conseil fédéral, qui lui naturellement était à ce moment-là assez bien disposé vis-à-vis de cette question. Et là, il y a eu à un moment donné un risque que les moyens financiers ne soient pas obtenus pour l'incorporation du centre de physique des plasmas à l'Euratom, parce que on commençait à avoir des difficultés financières à la Confédération. Et là, j'ai pu profiter de la situation assez particulière dans laquelle je me trouvais. C'était à ce moment-là déjà, après 78, j'étais président du Conseil des écoles polytechniques à ce moment-là, et j'étais subordonné directement au Conseil fédéral incorporé. Et j'ai pu, à ce moment-là, intervenir auprès de l'ensemble du Conseil fédéral pour obtenir un vote positif par rapport à l'intégration à l'Euratom. C'est une question de date, c'était quand, à peu près? Ça devait être au début de 78, début de 79. 78. Mais vous n'étiez plus président à ce moment-là de l'EPFL? Non, j'étais président du Conseil des écoles polytechniques à ce moment-là. Ah, d'accord. Mais les discussions, en fait, remontent aux années 50 déjà. Je veux dire, le programme Euratom, c'est fin des années 50. Oui, mais là, on n'était pas intégré à ce moment-là. L'intégration est venue plus tard. Qu'est-ce que le système tokamak? Le système tokamak, c'est donc un plasma. Qu'est-ce que c'est qu'un plasma? Un plasma, c'est un nouvel état de la matière, en quelque sorte. C'est un gaz à très haute température, mais dont les molécules ont été dissociées. Ce ne sont plus que des ions qui sont à très haute température, des températures des millions de degrés. Et c'est ce qu'on appelle un plasma. Et alors, pour obtenir ce plasma, il faut des enceintes pour pouvoir réaliser cette température, donc la transformation d'un gaz normal en un plasma. Il faut donc une enceinte où les très hautes températures puissent se maintenir. Alors un tokamak, c'est une enceinte qui a la forme d'un pneu, d'une chambre à air. C'est une chambre à air, dans le fond, d'une certaine dimension. Et à l'intérieur de cette chambre à air, on place le gaz à plasmatiser. Et pour le plasmatiser, il faut maintenir ce gaz à l'intérieur de l'enveloppe qui ne touche pas les parois compte tenu des températures extrêmement élevées qu'il faut atteindre. Et alors, c'est ce qu'on appelle un tokamak. Alors, c'est assez difficile à expliquer. Non, mais vous l'avez très bien fait, je vous en remercie. J'aimerais qu'on parle un petit peu encore de la collaboration avec nos partenaires européens. Alors, à partir de 78, vous avez pu intégrer, au fond, ce type de recherche dans le cadre de l'EPFL? Alors, le tokamak européen
pour y arriver, il est donc construit en Angleterre. Il faut qu'il y ait toute une organisation de chercheurs pour réaliser l'opération. Et cela, c'est une collaboration européenne. Et dans cette collaboration européenne, on a réussi à intégrer la Suisse, à intégrer l'Institut de physique des plasmas, le centre de physique des plasmas. Et le travail de ce centre a été suffisamment, dans le fond, excellent pour que l'Euratom, pour laquelle la Suisse naturellement paye quelque chose, mais l'Euratom accepte de financer préférentiellement le travail de ce centre. Alors c'est cette subvention préférentielle qui a permis de développer d'une manière considérable le travail à Lausanne pour le bénéfice du reste de l'Euratom, du tokamak, du grand tokamak actuellement en construction, enfin qui est en exercice actuellement en Angleterre, et qui fait que notre directeur du centre de physique des plasmas, M. Troyon, a même été jusqu'à être le responsable scientifique du programme Euratom. Quelle est l'application visée? L'application visée, c'est la création d'énergie pour remplacer l'énergie des éléments fossiles, des combustibles fossiles. Vous savez qu'actuellement, l'énergie nucléaire, c'est basé sur la fission, à partir de l'uranium, mais à partir des éléments légers, comme l'hydrogène, on peut obtenir une quantité d'énergie équivalente à celle qu'on obtient par la fission, mais avec des possibilités de durée dans le temps beaucoup plus grandes, puisque l'hydrogène, on en a, enfin des gaz légers, on en a en profusion. On peut du reste dissocier l'eau pour obtenir l'hydrogène et l'oxygène. Et c'est une source éventuelle pour remplacer les combustibles fossiles. Avec l'avantage des déchets. Alors, avec la fission, on a des déchets importants, puisque les barres de combustible doivent être ou modifiées ou régénérées, mais elles donnent des déchets, ou abandonnées, et ça donne aussi des déchets. Avec la fusion, on n'a pas de déchets, sauf les matières radioactives des machines qui seront construites. Il y aura quand même un certain nombre de déchets qui sont les éléments des machines à un moment donné, lorsqu'elles ne seront plus utilisables. Elles auront été irradiées, donc elles seront radioactives. Donc ça donnera effectivement un certain nombre de déchets, mais en quantité infiniment plus faible que la fission. Alors justement, la proportion à peu près je dirais, de déchets radioactivité par rapport à une production de type uranium jusqu'à présent? Pour essayer de mesurer, ça fait quel pourcentage, je dirais, de... 1000 fois moins. 1000 fois moins. Ah oui. Et ça, c'est un type de recherche dont on parle déjà. Mais c'est du hasard, hein. C'est pas un spécialiste. Alors. Non, mais tout à fait, mais c'est juste une évaluation. Donc c'est un type de recherche dont on a commencé à parler, en tout cas dans le public, il y a, je sais pas, une quinzaine d'années, c'est là qu'on a commencé à parler de ça. Et aujourd'hui, est-ce que les perspectives d'aboutir vers une production semblent bonnes? Alors, on peut parler d'alternatives possibles? Il y a une série de conditions à remplir qui sont en train d'être petit à petit être remplies. On est arrivé à pouvoir à opérer la fusion, mais dans un temps très court et pour une quantité une quantité d'énergie relativement très faible. Donc, la faisabilité est bientôt prouvée, mais restera ensuite les problèmes technologiques pour la réalisation de la machine. Parce qu'un tokamak n'est pas une machine productrice d'énergie. Le tokamak est là actuellement pour démontrer que la possibilité existe.
quelle est l'attitude à cet égard des milieux écologistes? Est-ce que de manière générale, ils soutiennent ce type de projet, ce type de recherche? Ils ne la soutiennent en tout cas pas. Il y a actuellement un moratoire nucléaire en Suisse. Ce moratoire, il touche naturellement directement à l'énergie, la fission nucléaire. Donc la fusion, on la laisse un peu, elle est un peu laissée de côté dans les attaques actuelles sur l'énergie nucléaire. Mais les on n'y pense écologistes ne pas. se sont, à ma connaissance, jamais attaqués au problème de la fusion elle-même, puisque certains même ont pris des positions à titre individuel en faveur de cette fusion. C'est pour ça que je vous pose la question, si vous sentez à cet égard-là un dialogue qui s'ouvre avec les classiques antinucléaires, qui eux alors s'attaquaient aux déchets, au risque de déchets radioactifs de type... Bon, je ne connais pas actuellement la situation vis-à-vis de l'Institut de physique des plasmas. Je crois que vous avez interrogé Troyan, non? Vous n'avez pas interrogé? Pas encore. Pas encore. Là, vous pourrez mieux recevoir d'explications. Alors, ouvrons un chapitre sur, et en revenant en arrière dans le temps, sur l'exposition nationale de 1964. Parce qu'à cette époque-là, vous étiez déjà directeur de l'EPUL, au moment où l'expo s'est ouverte, sauf erreur de ma part, c'est bien exact. Je venais, oui, ça fait une année, oui. Et vous aviez collaboré les années précédentes à des groupes, et en particulier des groupes d'experts pour la construction en bois. Alors, on profite toujours dans une exposition de faire des constructions un peu spéciales. Les architectes qui sont mandatés pour un secteur X, Y d'une exposition cherchent à faire des choses un peu extraordinaires. Et un bureau d'études a été désigné pour expertiser les calculs et les idées de ces projets. Donc, avant que ces constructions soient faites, il fallait examiner les projets. Et ce bureau d'études a été tellement surchargé, il y avait tellement de nouveautés dans cette exposition nationale qu'ils m'ont demandé, étant professeur de construction métallique et en bois, m'ont demandé de m'occuper d'expertiser les constructions en bois, effectivement. J'ai expertisé les constructions en bois de l'exposition nationale avant donc leur construction. Et heureusement qu'on a fait ces expertises parce qu'on a dû faire parfois des essais en grandeur nature des structures qui étaient proposées et on a eu des structures aux charges qui étaient prévues qui ont cédé. Donc il a bien fallu renforcer, il a fallu améliorer les calculs, et améliorer surtout la construction faite par les promoteurs. Lorsque vous devez expertiser une construction qui est encore à l'état de projet, comment faites-vous pour en déterminer ses défauts éventuels? Bon, on vérifie les calculs. Si on a des objections, on les communique à l'ingénieur. Parfois, l'ingénieur volontiers accepte, parce qu'on lui prouve que son calcul il n'a pas utilisé la méthode la plus moderne ou qu'il a fait même une faute, ça peut arriver, des fautes de calcul. Mais le plus souvent, c'est dans la conception. Et l'ingénieur tient bon alors sur la conception qu'il a eue. Il dit non, je suis sûr de mon affaire, etc. Alors la seule manière de régler le problème, c'est de faire un essai. Et nous avons dû faire quelques essais pour une partie des constructions. La Suisse essayait de donner un visage tout à fait neuf d'elle-même, aussi bien à ses concitoyens qu'aux étrangers. De ce que vous avez vu, notamment à travers les constructions qui étaient proposées, est-ce que les Suisses se sont montrés réellement innovateurs? Je crois qu'on peut dire que cette exposition nationale a été, à ce point de vue-là, tout à fait remarquable. Il y a eu des idées vraiment nouvelles dans ce qui concerne la construction, notamment dans l'utilisation du bois. Et certaines de ces constructions, du reste, enfin une en tout cas de ces constructions, c'est-à-dire le théâtre, est encore utilisée à l'heure actuelle avec un grand profit. Et c'était des constructions, dans le fond, soi-disant provisoires, mais c'était un provisoire bien conçu, et un provisoire qui finalement a effectivement duré pour
pour certaines, en tout cas pour le théâtre. Quelle image la Suisse entendait-elle donner d'elle-même? Moi, je pense que ceux qui ont fait l'exposition nationale ont voulu montrer que la Suisse était un pays ayant de l'initiative, un pays optimiste, un pays qui regardait aussi avec intelligence ses défauts. On a vu qu'il y avait un réel effort de désirer un changement, puisque lorsque on a eu le questionnaire Gulliver, fait par Charles Petello, on a vu que le public s'est vraiment passionné pour ce questionnaire. Des réponses, je crois, intéressantes ont été données, et le public a été aussi très impressionné par les films de Brand, qui ont montré quand même que la vie, ce n'était pas simplement l'économique et, disons, et le plaisir. Et je crois que ça a été à l'époque un très bon sujet de donner du courage pour le futur à nos concitoyens. Ce que j'ai beaucoup regretté à l'époque, c'est que la Suisse allemande a un petit peu boudé l'exposition. Alors, la Suisse alémanique a boudé, dites-vous, l'expo de 64? Enfin, je pense qu'on aurait pu avoir un bon million de spectateurs de plus venant précisément de Suisse allemande. Et ça m'avait un peu frappé à l'époque parce que, dans le fond, ce qu'il faut toujours chercher à réaliser dans un pays, c'est qu'à la fois chacun ait son identité, mais que d'autre part, ils se sentent vraiment bien intégrés dans un ensemble. Et alors, ça a comme conséquence que les Suisses romans devraient être mieux connaisseurs et être plus intéressés à ce qui se passe en Suisse allemande, et inversement, que les Suisses allemands aussi soient intéressés à ce qui se passe en Suisse romande. Et au fond, vous avez l'impression que c'était une image romande? Là, j'ai trouvé que, parce que c'était fait par des romans, j'ai le sentiment que certains ont un peu boudé cette exposition, ou bien que nous, les romans, n'avons pas su faire la propagande voulue en Suisse allemande. Je ne sais pas d'où vient le manque, mais il est clair en tout cas que j'ai regretté qu'il n'y ait pas suffisamment qu'il n'y ait pas plus de Suisses allemands qui sont venus à l'exposition. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je me rappelle que ça m'avait un peu déçu. Est-ce que vous avez le sentiment que la Suisse qui était présentée, c'était avant tout la Suisse romande, ou est-ce qu'on a vraiment eu le souci de présenter Non, toute la justement Suisse? pas. Justement pas. C'était vraiment la Suisse dans toute sa complétude. C'est pour ça que, dans le fond, j'étais déçu. Et qu'avez-vous pensé du pavillon militaire? Je me rappelle donc, pour résumer, il y avait un pavillon avec 3 flèches bien évidentes, c'est une sorte de hérisson. On l'appelait le hérisson, on l'a aussi surnommé les cure-dents. Et il y avait un film militaire assez impressionnant, en tout cas pour les souvenirs d'enfants que j'ai de l'époque. Est-ce que vous vous souvenez un peu de ce stand? Je m'en souviens un peu comme une glorification de l'armée suisse, ce que j'éprouvais, ce qui me plaisait assez puisque j'étais un membre de cette armée. Mais d'un autre côté, j'ai toujours pensé que l'armée ne faisait pas assez dans le sens de comprendre, si je peux m'exprimer ainsi, de comprendre le côté de ceux qui veulent la paix. Et je m'imagine que dans les crédits militaires, on devrait aussi inclure, si on veut vraiment être crédible, on devrait inclure aussi quelque chose pour l'étude des possibilités de paix. Quelqu'un a dit qu'il était beaucoup plus difficile de faire la paix que de faire la guerre, et ça c'est très vrai.
Et je me suis pensé que dans cette exposition-là, on aurait dû avoir un côté qui explique, dans le fond, la guerre, mais qui explique aussi pourquoi il faut la paix. Est-ce que vous avez été un partisan du service civil? Je suis partisan du service civil, oui. Depuis longtemps? Bon, je m'imagine que j'ai évolué avec le temps. Il est probable que lorsque j'étais moi-même au commandement, j'étais peut-être à ce moment-là plutôt réticent. C'est après, en pensant aux problèmes, en voyant les réalités, le problème c'est du reste énormément changé. Pendant la guerre, on n'avait pas, et pendant une grande partie de bon commandement, on n'avait pratiquement pas de soldats, de personnes qui refusaient le service militaire. C'est venu plus tard. Ce besoin d'un service civil est venu avec le temps. Monsieur Cozandet, parmi les personnalités du monde politique que vous avez rencontrées, il y a le conseiller d'État Jean-Pierre Pradervant, que vous avez bien connu. Et j'aimerais que vous me fassiez un petit portrait de ce personnage vaudois. Alors, Jean-Pierre Pradervant est à mon avis, un très grand homme d'État, a été un très grand homme d'État. Je l'ai connu déjà comme quand il était directeur de l'école de commerce. Et à plusieurs reprises, j'ai été le trouver pour lui poser quelques questions au sujet d'un problème ou un autre qui se posait au niveau du Parlement. On m'avait par exemple une fois demandé d'obtenir son soutien en faveur des ingénieurs à propos de la protection du titre. Et dans nos conversations, un jour, il me dit « Monsieur Cozandet, à ce moment-là, on ne se tutoyait pas encore, pourquoi est-ce que vous ne transformez pas l'école en école fédérale ?» Je dis « Écoutez, ça c'est un problème politique. Moi, je suis acquis à cette idée depuis longtemps, mais c'est un problème politique. Donc, j'attends le conseiller d'État qui aura le courage de prendre ça comme objectif politique. » Et c'était très intéressant que lorsque M. Pradervant est venu conseiller d'État, chef du département de l'instruction publique, j'ai été naturellement absolument enchanté parce que j'ai pu tout de suite commencer à négocier avec lui justement ce problème de la négociation, de la transformation de l'école en école fédérale. Et à partir du moment où on était d'accord, ça a été extrêmement vite. Et je dois dire que M. Pradervant est venu au Conseil d'État avec 3 objectifs. Le premier objectif, c'était l'université à Dorigny, vraiment arriver à obtenir le démarrage de cette affaire. C'était la transformation de l'école polytechnique en école fédérale, et puis régler le statut des catholiques. C'était ces 3 objectifs. Il a accepté d'être conseiller d'État en ayant ces 3 objectifs déjà en tête. Et au bout des 8 ans, lorsqu'il a quitté, il les avait réalisés. Quelle était sa profession avant de devenir conseiller d'État? Il était professeur à l'école de commerce. Mais est-ce qu'il avait fait autre chose? Il a fait, avant d'être professeur, il a été pendant 4 ans, je crois 4 ou 5 ans, il a été envoyé de la Croix-Rouge à l'étranger pour des missions extrêmement difficiles. À l'étranger, je ne connais pas très le détail, mais je sais qu'il a fait des opérations, des missions extrêmement difficiles. Aux États-Unis, il a défendu... Publié, je crois, récemment, non? Pardon? Qui a été publié, une part en tout cas. On en a parlé dans les journaux, oui. Et c'est là qu'il a, dans le fond, aux États-Unis, il a d'abord appris parfaitement l'anglais, et quand il est rentré, quand il a pris la direction de l'école, et qu'il est devenu plus tard conseiller d'État, il a toujours eu une vision mondiale. Tous les matins, il lisait le World Tribune. Certains le disaient paresseux, mais il se mettait souvent à l'abri pour réfléchir, pour étudier. Et il y a certains livres qui ont marqué cette époque.
je suis persuadé que c'est lui en Suisse romande qui les a lus les premiers. Donc c'était un homme à la fois de réflexion, un homme d'action, et un homme qui avait une vision à long terme. Enfin, je vous dis, un tout grand état, j'ai une admiration énorme pour Pradervan. Et travailler avec lui, ça a été un plaisir, comme du reste travailler avec Hans-Peter Tschudi. Alors, vous avez parlé de cette grande idée de Pradervan d'amener ou de déplacer l'université de Lausanne vers Dorigny, avec tous les chantiers de Dorigny que l'on a vu surgir à la suite de cela. Quelle était la raison première d'établir un campus universitaire en dehors des murs de Lausanne? La raison première, c'était l'impossibilité de développer l'université à la cité. Impossibilité absolue. Le canton aurait dû, depuis 30 ou 50 ans, réserver ces terrains s'il avait voulu maintenir l'université dans la cité, ce qu'a fait une ville en Angleterre, mais en Suisse, personne n'a eu cette idée-là. Même Zurich a encore son université au centre, a dû faire des stations extérieures. Donc, l'initiative, je dois dire, de faire une étude générale sur l'université, cette initiative, c'est Hoge qui l'a eue, le prédécesseur de M. Pradervan, qui a commencé en fin 63, qui a nommé une commission présidée par M. Fayetta, président du comptoir suisse. Et c'est cette commission qui a, par ses études, fait des propositions en 1965 de déplacer l'université à Dorigny. Mais à ce moment-là, c'était un projet. Et Pradervan a eu la capacité, parce que c'était la capacité, de convaincre le Grand Conseil de se lancer dans cette aventure, qui est une aventure fondamentale, mais qui a sauvé l'université. Comme la transformation de l'école fédérale a sauvé l'école polytechnique. On a parfois reproché aux villes, et en particulier à Lausanne, de ne pas avoir su maintenir les étudiants dans son enceinte, avec tout l'avantage qu'il pourrait y avoir un bouillonnement de jeunes, d'étudiants dans une ville, en tant qu'animation de cette ville. Qu'en pensez-vous? Le reproche est injuste. Le reproche est injuste parce que, effectivement, maintenir les étudiants à l'intérieur de la ville, pour pouvoir le faire, il fallait 30 ans plus tôt, ou 40 ans plus tôt, ou 50 ans plus tôt, il fallait avoir cette intention. Et quelles que soient les idées qu'on pouvait se faire du développement de l'enseignement universitaire, quand on fait des prévisions à très long terme, il faut surtout être très large. Alors là, le canton aurait pu à ce moment-là acheter des terrains en prévision d'eux, en les maintenant dans l'état où ils étaient. Je ne sais pas si les possibilités existaient, mais probablement. Mais avec toujours cette idée, nous voulons maintenir l'université en pleine ville, dans la ville. C'était, je pense, trop demandé à nos concitoyens. Vous savez, ce n'est pas seulement dans notre pays, mais d'une manière assez générale, les politiciens réfléchissent très peu à long terme. Et ce genre de choses, c'est une option politique, ce n'est pas une option administrative, ce n'est pas une option que peut faire l'administration soit du canton, soit d'une ville. C'est vraiment une décision politique fondamentale. Et vous savez comme moi que les politiciens, les meilleurs raisonnent à 10 ans, la plupart raisonnent à la période d'élection, malheureusement. Parmi ces politiciens, il y a l'ancien conseiller fédéral Tschudi, que vous avez aussi bien connu. Bref portrait de M. Tschudi. Alors, M. Tschudi est un homme extrêmement intelligent, aussi un très grand homme d'État, et naturellement d'un style très différent de M. Pradervan.
M. Tchoudi est un homme extraordinairement efficace. Il arrive aux séances à l'heure, il les quitte dans les secondes qui suivent. Quand il a dit quelque chose, c'est tout de suite fait. Il n'a pas la langue de bois et il est extrêmement intelligent. Et moi, j'ai eu un problème avec lui important au début de la construction de la nouvelle école à Écublanc, en ce sens que je désirais qu'un organisme spécial soit mis en place pour la construction de cette école. Construire une nouvelle école, c'est une opération extraordinaire. Donc, je présumais qu'il fallait des mesures extraordinaires aussi, qu'on n'entre pas dans la routine habituelle des constructions fédérales pour construire cette nouvelle école. Alors, j'ai été le trouver pour lui demander s'il était possible de créer un organisme particulier, nouveau. Il m'a demandé d'abord si j'avais la personne pour mener cet organisme. Je lui ai dit oui. Curieusement, la personne que je lui ai désignée est devenue plus tard son chef des constructions fédérales à la Confédération. Mais ensuite, il m'a dit, bon, vous avez l'homme, mais vous savez, vous êtes pressé? J'ai dit oui, je suis pressé. Alors il m'a dit, tâchez de faire avec le système actuel. Enfin, si vous êtes pressé de faire accepter une nouvelle organisation pour votre école, ça prendra beaucoup plus de temps. Il avait peut-être un peu confiance en moi que j'arriverais à trouver la solution. On a finalement trouvé une solution avec les constructions fédérales, mais finalement j'ai retrouvé 2 ans plus tard, j'ai retrouvé la personne que j'aurais voulu avoir, qui est devenu lui directeur des constructions fédérales. Donc ça s'est finalement bien terminé. Et c'est pour dire qu'avec M. Tchoudi, il fallait être tout à fait ouvert, et lui répondait tout de suite, très clairement, immédiatement. Et je pense que certains le critiquent parce qu'il a fait une Suisse sociale peut-être très étendue, mais je pense qu'il a vu juste et que la Suisse sociale à l'heure actuelle est une Suisse que nous pouvons supporter. La Suisse sociale pour laquelle il s'est battu, c'est en particulier celle qui a amené l'AVS. Oui. Et Tchoudi est l'un des... C'est un des pères de l'AVS, oui. Quelles ont été les autres grandes réalisations sociales de Tchoudi? Je ne saurais pas vous les décrire. C'est certainement celle-là qui est la plus importante, mais il a aussi, je crois, il est aussi intervenu dans les caisses maladie, dans l'assurance maladie, sauf erreur. Et puis tout ce qui touche au social. Par exemple, je crois qu'il a lutté pour avoir une loi sur les poisons. Il a lutté sur toute une série de secteurs qui constituent dans l'ensemble finalement la Suisse sociale. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Je l'ai vu pour la dernière fois à l'ensevelissement de mon prédécesseur au Conseil des écoles, M. Jacob Burckhardt, le ministre Jacob Burckhardt, c'est-à-dire ça fait à peu près une année. Et je l'ai trouvé en pleine forme, malgré son âge, et nous avons eu beaucoup de plaisir à nous retrouver. Parlons maintenant, si vous voulez bien, de votre vision de l'Europe. À travers ces années, est-ce qu'il y a de votre part des changements de vision par rapport à ce qu'a été l'Europe? Est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu nous rappeler les étapes en ce qui vous concerne de vos réactions par rapport à l'Europe? Bon, lorsque vous êtes à la tête d'une organisation comme une école, vous êtes forcément, vous devez forcément suivre un peu ce qui se passe, même mais sans pouvoir vraiment entrer dans les détails. Et alors, je dois dire honnêtement, la préoccupation de la transformation de l'école en école fédérale, plus la construction d'une nouvelle école, ne m'ont pas permis de suivre ça d'une manière très, très précise.
j'ai été très intéressé par la transformation, le début de l'Europe par la communauté, la communauté Du charbon et de du l'acier. charbon et de l'acier. Parce que pour moi, c'était quelque chose, le charbon et l'acier, c'était quelque chose de très concret. À cette époque, je n'ai pas fait la réflexion, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on commence par là? Mais c'est plus tard, en réfléchissant, en écoutant ceux qui étaient alors à la tâche à ce moment-là, beaucoup plus tard, écoutant ces gens, j'ai compris que c'était la seule manière de pouvoir réunir les anciens combattants, notamment l'Allemagne et la France, c'était de faire un accord sur le charbon et l'acier. Mais ça, je n'en avais pas du tout conscience au moment où ça s'est créé. Alors, en dehors de cela, il y avait le Conseil de l'Europe. Comment voyez-vous le Conseil de l'Europe à cette époque-là? Alors, je n'ai pas mis, moi, d'espoir important dans le Conseil de l'Europe parce que je pense que le Conseil de l'Europe manquait d'un support visible qui puisse véritablement définir une politique. Je n'ai jamais, peut-être que je me trompe, enfin, je n'ai jamais, en tout cas à cette époque, je n'ai jamais senti qu'il y avait une politique du Conseil de l'Europe. Et j'ai compris plus tard qu'il fallait quelque chose de particulier pour qu'il y ait cette politique, pour que ça marche. Dans le fond, pourquoi finalement la Communauté européenne a-t-elle bien marché, alors que le Conseil de l'Europe, qui existe toujours, mais me semble être, comme les Nations Unies, un organisme un peu impuissant. Si ça a marché la Communauté européenne, c'est d'après ceux qui l'ont créé, parce qu'il y a un pouvoir de proposition qui est monopolisé par la Commission. Et les gouvernements sont là pour discuter les propositions, les accepter ou les refuser, ou les demander de les modifier. Et c'est ça, dans le fond, qui a permis, dans le fond, qu'une vraie volonté politique, même si cette volonté ne s'exerce que pour des problèmes économiques ou pour de la normalisation ou pour des choses comme ça, malgré tout, ça fonctionne. Alors, cette communauté européenne, enfin, et aujourd'hui Union européenne, est-ce que vous avez été partisan assez tôt de rapprochement de la Suisse ou même d'une adhésion? Ah, moi, j'ai toujours été partisan de l'Europe. Déjà partisan que l'on fasse partie de la Société des Nations. Je trouve, pour moi, la notion de neutralité était une notion relative. En ce sens qu'on l'a bien vu pendant la guerre, n'est-ce pas? On était quand même très nettement, le peuple était très nettement du côté des Alliés. Si on avait été attaqué par les... Bon, le général disait, si on est attaqué par les Français, on réagira. Et je crois qu'on n'aurait pas réagi de la même manière contre les Français qu'on aurait réagi contre les Allemands. Donc, j'ai toujours été assez mitigé en ce qui concerne... Je ne suis pas un intégriste de la neutralité. Donc, je suis bien content quand on commence à discuter maintenant de ce problème. Donc, je trouve que, étant partisan dès le début de l'Europe, d'abord des Nations Unies, ensuite de l'Europe, j'étais très déçu naturellement du vote de la Suisse, du peuple suisse de l'EE. Je suis aussi déçu des tergiversations actuelles avec les
discussions bilatérales. Et pourquoi est-ce que je suis européen? C'est parce que alors, je crois absolument qu'il faut réformer les Nations Unies. Ce n'est pas possible de pouvoir réaliser quelque chose qui s'est construit par les vainqueurs à la fin de la guerre et qui, dans le fond, ne tient pas compte suffisamment, dans le fond, de la démocratie mondiale, si je pourrais m'exprimer ainsi. Les Nations Unies ne sont pas du tout une organisation démocratique. Et si on veut organiser le monde dans le futur, il faut trouver une organisation qui soit démocratique. Et comment la réaliser? C'est naturellement pas en donnant la même voix à un tout petit pays et à un grand pays. C'est pas en ayant un conseil de sécurité avec certains qui ont le droit de veto. Ça ne peut pas jouer. Donc il faut réformer tout ça. Et moi, je suis convaincu que, on en discute avec d'autres, que la formule, ce serait de diviser le monde en grandes régions. Combien, ça c'est des études qui devraient être faites pour le savoir, mais disons de l'ordre de grandeur de 8 à 12. Régions qui pourraient alors imaginer ensemble une gouvernance mondiale d'une manière démocratique. Parce que, bon, les voix d'une grande région d'Extrême-Orient valent les voix d'une grande région d'Amérique du Nord, par exemple. Alors, est-ce qu'on pourrait arriver... Alors, étant convaincu que c'est la solution qu'il faudra trouver pour la gouvernance du monde, je suis très heureux de voir que l'Europe est en train de se former. Ce serait déjà au moins une des régions, on montrerait la capacité qu'il y a de créer une vraie région. Alors, comment voyez-vous la question des souverainetés nationales? Alors là, c'est le problème très difficile. La planète est devenue toujours plus petite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde doit se sentir, dans le fond, mondial, doit se sentir un habitant de la planète. Alors chacun a son petit coin, son identité. Moi, je suis vaudois, mais en même temps, je suis un habitant de la planète. Donc, j'ai des obligations sur les deux plans. Et donc, il faut trouver une formule pour harmoniser, dans le fond, la souveraineté d'un pays avec la solidarité avec les autres. Ce qui implique des concessions. On n'évite pas. Ce qui implique des concessions. Ce qui implique des concessions. Et ce qui implique aussi une diminution des frontières nationales, de leur importance tout au moins. Absolument. Alors, pour l'Europe, on est sur le bon chemin. La Suisse, pas encore, mais j'espère beaucoup pour la Suisse qu'elle va suivre. Pensez-vous que... Donc, vous êtes favorable à l'adhésion à Absolument favorable. Et pensez-vous qu'on est sur le chemin, que la population évolue dans le sens que vous souhaitez? D'après les personnes qui sont autour de moi, je répondrai oui. D'après ce que j'entends ou ce que je lis dans les journaux, il semble qu'il y a quand même une évolution importante qui a été faite depuis le vote de l'EE. Et puis les extravagances de M. Blocher font peut-être aussi que pas mal de personnes qui étaient opposées deviennent positives. Je crois que le monsieur fait fausse route. Vous avez une activité dans le cadre d'une fondation, la fondation Meyer, qui vise une alliance pour un monde solidaire. Et c'est une fondation qui a été créée il y a combien d'années? Une douzaine d'années. Une douzaine d'années? Oui. Alors, on parlera de cette fondation tout à l'heure, mais j'aimerais commencer, au regard justement de ce que vous disiez à propos de l'Europe, par une rencontre que votre fondation a faite avec les pionniers ou les pères de cette Europe il y a de ça 2 ans. Et j'aimerais que vous me racontiez un petit peu ce que s'est dégagé de cette rencontre. Vous avez notamment étudié la méthode Jean Monnet pour voir au fond quelles seraient ses applications futures. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots de cette rencontre? Bon,
la Fondation est préoccupée par le problème de la gouvernance. Pas seulement de la gouvernance au niveau mondial, mais de la gouvernance aussi au niveau d'une commune, au niveau d'un pays ou d'une région. Parce que on est convaincu que les problèmes qui se posent à une commune ou à un canton chez nous ou à la Confédération, c'est des problèmes qui sont similaires. On veut dire par là qu'ils sont à d'autres échelles, si vous voulez, mais finalement le fond des problèmes est le même. Et à ce moment-là, si on arrive à bien réfléchir sur la gouvernance, on arrivera peut-être à trouver une solution pour tous les niveaux. Les spécialistes disent que la gouvernance est un problème fractal, c'est-à-dire qu'à différentes échelles, on retrouve toujours la même image. Comme par exemple, si vous prenez une côte d'un pays, si vous regardez la côte en grand, vous voyez des coupures, etc. Si vous prenez plus petit, vous voyez finalement à peu près la même image. Vous prenez encore plus petit, vous avez toujours la même image. C'est ce qu'on appelle des images fractales. Alors, on pense que c'est la même chose au point de vue de la gouvernance. Et donc, on est un peu attaché à ce problème. Et dans le fond, c'est dans cette perspective qu'on a eu l'idée, et que Pierre Calam, qui est le président de la Fondation, qui s'appelle Mayer, M-A-Y-E-R, pour le progrès de l'homme, que cette fondation, on a eu l'idée de demander à ceux qui étaient encore là, qui avaient participé à la création de la CK, à la création ensuite des organismes qui sont venus, d'avoir une réunion avec ces personnes pour leur demander comment, dans le fond, ils avaient fait. Pourquoi ça avait finalement bien réussi, avec quand même un bémol, en ce sens que leur idée au départ, à ceux qui ont lancé l'Europe, c'était de faire une Europe politique, vraiment politique. Et on constate quand même aujourd'hui que cette Europe politique n'est pas encore réalisée. À cet égard, ils étaient un peu déçus. Alors on a pendant une journée, on a discuté, pas tellement de la méthode Monnet, si vous voulez, mais on a discuté dans le fond qu'est-ce qui a fait que ça a pu partir. Alors, une des choses importantes, c'était leur idée, naturellement, de se concrétiser sur quelque chose qui permettait de faire, en quelque sorte, pour le futur, de faire la paix entre l'Allemagne et la France. C'était de raisonner ensemble sur une des matières premières, ou les matières premières qui sont les plus utilisées pour la guerre, c'est-à-dire le charbon et l'acier. Si une entente était réalisée sur ce point-là, c'était probablement un bon prémisse pour éviter une guerre future. Et je crois qu'honnêtement, on peut dire aujourd'hui que personne ne pourrait plus imaginer une guerre entre l'Allemagne et la France. Alors, une construction politique, est-ce qu'on en est sur le chemin aujourd'hui? Est-ce que, par le biais économique qui a été prédominant, est-ce qu'on rejoint peu à peu le politique, à votre avis? Je pense qu'avec un peu de courage, on doit y arriver, parce que l'organisation telle qu'elle se présente maintenant devrait pouvoir permettre de le faire. Mais là, il faut, je crois, il faut penser beaucoup plus fort que le bien commun est supérieur au bien individuel, ou autrement dit que le bien de l'Europe est supérieur au bien de tel ou tel ou tel ou tel pays. Est-ce que la monnaie unique est indirectement, à votre avis, un facteur d'unité politique, ou peut l'être?
Alors moi, je crois que la monnaie unique est un élément important, à la fois pour renforcer effectivement le lien, et puis d'autre part pour rendre plus crédible à l'extérieur de l'Europe cette construction. Je pense que c'est essentiel vis-à-vis du dollar qu'on ait la création de la monnaie unique. Il faut qu'il y ait une monnaie qui se développe, importante, qui permette aux autres de pouvoir choisir. C'est probablement, la situation actuelle est probablement un peu antidémocratique, parce qu'on voit bien ce qui se passe actuellement en Russie, n'est-ce pas? Le dollar est roi. Monsieur Maurice Cozandet, vous participez à la Fondation Meyer. J'aimerais que vous m'expliquiez quelques mots, que vous me donniez quelques explications sur cette fondation qui a son siège à Lausanne, mais une part de ses activités, ou bon nombre de ses activités, à Paris. Alors, cette fondation a été créée grâce à un legs fait par justement M. Mayer, qui était chimiste, un legs important, à sa secrétaire avec l'ordre de faire une fondation pour le progrès de l'homme. Alors, cette fondation a commencé d'abord à s'intéresser à des actions pour les pays en développement, en soutenant des organisations non gouvernementales. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas poursuivre sur cette lancée parce que dans l'ensemble des financements, c'était une toute petite partie. Donc, il était nécessaire de trouver une propre motivation pour la fondation. Et cette motivation a été de créer des programmes. Et dans ces programmes, il y en a 7. Il y en a un qui est assez important, qui est l'avenir de la planète. Ce programme est basé sur un travail qui a été fait par une réunion d'une 60aine de personnes venant de beaucoup d'horizons, je ne dirais pas de tous les horizons du monde, mais de beaucoup d'horizons, et qui a conduit à une plateforme pour un monde responsable et solidaire. Et sur la base de cette plateforme qui a été diffusée, tous ceux qui étaient intéressés à jouer sur cette plateforme pouvaient s'inscrire en quelque sorte pour former l'Alliance pour un monde responsable et solidaire. Et cette alliance qui se développe actuellement dans le monde entier a comme premier objectif de réaliser une grande réunion, peut-être en l'an 2000, peut-être en l'an 2001, une grande réunion au cours de laquelle on essayerait de voir s'il est possible de trouver des valeurs communes à nos différentes cultures. Et si on arrive à trouver des valeurs communes, il nous semble qu'il sera peut-être possible de construire ensuite une gouvernance peut-être de ce monde, de telle manière à ce que les disparités que l'on constate actuellement et qui s'aggravent entre les pauvres et les riches, que cette disparité s'atténue, que la disparité entre la consommation de la nature et la sauvegarde de la nature, que actuellement on consomme plus de la nature qu'elle peut se renouveler elle-même. Donc là, il faut aussi arriver à trouver une solution pour cela. Et la disparité entre les petits et les grands, trouver ces valeurs qui permettent justement d'atténuer ces grandes disparités. Parce qu'il est bien évident que, ça je crois que ça a été une démonstration faite dans le passé, que les injustices et les inégalités qui sont des injustices conduisent forcément ensuite à la violence. Donc si on veut chez nous, si on veut dans le monde détruire la violence, il faut, à mon avis, en tout cas, supprimer les injustices. Et vous verriez un développement politique, une sorte éventuellement de super gouvernement politique? Alors, j'aime pas, lorsqu'on parle d'un gouvernement mondial, un gouvernement politique mondial, tout le monde tout de suite saute en l'air. Mais je pense que
si on dit déjà gouvernance, c'est une notion beaucoup plus large. C'est pas, on voit que fatalement, il y a des choses qu'il faut discuter globalement. L'environnement, c'est plus possible que chacun s'occupe de l'environnement dans son pays. Ça doit devenir une affaire mondiale. Il y a d'autres problèmes tout aussi importants qui sont vraiment mondiaux et qu'on ne peut discuter que sur le plan mondial. Donc nous espérons, si on arrive à se mettre d'accord sur certaines valeurs, de trouver un moyen de gouvernance qui prenne opinion de la base d'un côté, mais qu'un autre côté qui ait aussi le pouvoir de pouvoir s'imposer sur l'ensemble. Alors, c'est toute l'immense interrogation, c'est peut-être parfaitement utopique, mais il faut avoir de grandes ambitions pour pouvoir un jour arriver à quelque chose. Et notre ambition est effectivement de trouver une forme de gouvernance mondiale. Alors aujourd'hui, l'économie a déjà réalisé a déjà réalisé à l'échelon planétaire les activités. On voit qu'aujourd'hui, on parle de mondialisation, de globalisation aussi. Est-ce que cette vision mondiale est déjà pratique des milieux de l'économie peut avoir son pendant politique? Est-ce que vous allez jusqu'à préconiser une prépondérance de la politique sur l'économique? Alors, à mon avis, la mondialisation est une chose inéluctable. Cette mondialisation, elle se fait, je ne crois pas qu'on peut l'éviter, mais effectivement, ce qu'il faut absolument éviter, c'est qu'elle ne soit que économique. Elle doit être politique, puis elle doit être aussi socio-culturelle. Et alors, si on n'a pas ces deux éléments qui interviennent, ça sera effectivement l'échec. Ça nous conduira à la catastrophe. Donc, il faut introduire l'élément politique, il faut introduire l'élément socio-culturel. Dans les milieux économiques, traditionnellement en tout cas de ces dernières années, il y a une sorte d'antagonisme entre la liberté d'action que réclame l'économie et l'État. Il y a une sorte d'anti-étatisme préconisé pour des motifs de liberté par l'économie. Pensez-vous qu'à l'avenir, l'État ou les États devront intervenir plus directement qu'ils ne le font aujourd'hui sur cette économie? À mon avis, il faut que le politique reprenne le leadership. À mon avis, c'est le politique qui doit diriger le monde, pas l'économique. Bien sûr que le conflit existe. On voit qu'actuellement, le politique a perdu du poids. Mais alors moi je suis convaincu que c'est au détriment d'une dérivée, d'une orientation qui serait meilleure. Il est indiscutable qu'on va contre le mur si on continue à donner la préséance à l'économique. Il faut que l'économique se développe, il faut que les gens vivent, mais à mon avis, les grandes décisions doivent être inspirées, elles doivent être décidées par le politique. Alors moi, je suis convaincu au niveau d'un canton, d'une commune, tout part du politique. Si le politique flanche, il y aura d'autres institutions qui vont essayer de se profiler, mais on n'arrivera pas au résultat d'avoir un monde qui fonctionne. Seulement, il faut aussi peut-être qu'on forme mieux les hommes pour la politique, et puis que le niveau de la politique s'élève. Quelle est votre fonction au sein de cette fondation? Je suis membre simplement du conseil. J'ai une ou deux fois fait une petite mission pour la fondation. J'aurais pu en faire beaucoup plus, mais je n'avais vraiment pas la possibilité. Mais je suis membre du conseil, j'assiste aux séances et je participe à l'orientation stratégique de la fondation. Et son siège se trouve à Lausanne? Le siège légal se trouve à Lausanne, mais comme Pierre Calam était un haut fonctionnaire de l'administration française, ingénieur polytechnicien, ponts et chaussées, il a fait toute sa vie, lui, en France. Il a décidé de rester pour le travail, de rester en France.
Il aurait pu effectivement venir en Suisse, mais pour le moment, il reste en France. Et il est français? Alors, il est français, mais est suisse. Parce qu'ils étaient suisses il y a 3 générations. Il est redevenu suisse par une demande, puisque la possibilité en est faite actuellement. Et maintenant, il est binational. Oui. Monsieur Cosandel, vous avez collaboré à la Fédération européenne des associations nationales d'ingénieurs, la FEANI. Est-ce que la Suisse aujourd'hui, dans son isolement par rapport à l'Union européenne, est péjorée dans ce type de collaboration? Alors, notre école, par plusieurs professeurs, par son service d'information, a beaucoup participé à la FEANI, cette Fédération européenne des associations nationales d'ingénieurs, et pour discuter les problèmes de protection du titre, les problèmes de la formation des ingénieurs. C'était des contacts extrêmement intéressants. Moi-même très occupé par la transformation de l'école, les constructions à écu blanc, je n'ai pas participé personnellement, mais nous avons eu toujours des professeurs intéressés à cette FEANI. Alors, la situation à cette époque, à l'époque donc lorsque j'étais président, nos relations étaient extrêmement ouvertes et il n'y avait, à mon avis, pas d'inconvénients en général pour la collaboration avec l'étranger. Notamment avec la France, les Français avaient reconnu depuis 1949, avaient reconnu nos diplômes de Zurich et de Lausanne comme équivalents aux diplômes des grandes écoles françaises, donc on n'avait pas de problème de leur reconnaissance du titre. On avait par contre des problèmes d'exercice de la profession, et ça, je me suis beaucoup aussi engagé pour faciliter ce problème avec la France notamment. C'était plus facile avec d'autres pays de l'Europe. Mais alors, il faut dire que depuis le rejet de l'EEE par le peuple suisse, alors là, on est entré, le développement très grand des programmes européens, là, on commence à être gêné par ce refus de la Suisse. Cet isolement, à mon avis, en tout cas pour la recherche, si cet isolement se poursuivait trop longtemps, on aurait vraiment des inconvénients sérieux. Heureusement que grâce à la qualité de nos chercheurs suisses, il y a beaucoup de participation suisse à des projets européens. Il n'y a peut-être là pas tellement de restrictions de participation aux projets une fois qu'ils sont décidés. Il n'y a pas de participation à l'élaboration, à la conception des nouveaux projets. Et c'est ça qu'on aimerait pouvoir faire, n'est-ce pas? C'est que nos chercheurs suisses puissent avoir le même poids qu'un Français ou un Allemand dans la création d'un nouveau projet. Pas pour l'exécution, mais pour l'idée, pour l'innovation. Quand on parle au milieu scientifique, quand on parle au milieu économique, bancaire en particulier, bien entendu au milieu politique, ce constat régulièrement fait du prix à payer de cet isolement m'amène à vous poser cette question. Comment se fait-il que toutes ces branches de plus en plus fortement disent la Suisse doit être dans l'Europe, et comment expliquer qu'il y a une population apparemment encore majoritaire en Suisse alémanique bien entendu, qui n'est pas d'accord avec cela et apparemment n'en voit pas l'urgence. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une voix si générale en faveur. J'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de personnes importantes, mais qui, par égoïsme dans leur domaine, pensent que ce n'est pas indispensable. Moi, je suis persuadé que certains industriels suisses-allemands n'estiment pas que c'est encore absolument indispensable parce qu'ils ont une longue tradition d'exportation dans la zone de la communauté. Ils ont l'expérience de l'exportation à l'extérieur et ils voient qu'actuellement ça continue et eux ne ressentent pas autant les inconvénients que, par exemple, le chercheur qui veut faire partie d'un programme, qui veut initier sur le plan européen un programme de recherche. Et moi je crois que c'est encore, comme je le disais précédemment, l'absence
dans le fond, de la nécessité de considérer le bien commun qui échappe à certaines personnes. Je suis persuadé que si on pense autant au bien commun qu'à ses propres intérêts, on remarque la nécessité, c'est une nécessité de s'intégrer à l'Europe. Eh bien, Monsieur Cossandet, je vous remercie de ces réflexions, de cette expérience dont vous nous avez donné un témoignage qui va sans doute intéresser les chercheurs d'aujourd'hui et ceux de demain. Merci d'être venu à la Fondation Jean Monnet. Je vous remercie vous-même. Si vous souhaitez voir d'autres vidéoportraits, consultez le site Vitasumus qui met en ligne régulièrement nos interviews filmées réalisées à partir de 1978.